Bon, alors nous sommes très heureux d'accueillir Edith Cresson, dont la grande caractéristique est la première et dernière pour l'instant femme Premier ministre de notre beau pays. Et je voudrais évidemment pas faire le coup de me présenter Edith Cresson et donner quand même quelques mots pour dire qu'on a quelqu'un en face de nous qui a vraiment cumulé les expériences à l'Assemblée nationale, en tant que ministre, en tant que Premier ministre évidemment, et pour ce qui nous intéresse en tant que commissaire européen à Bruxelles, dans les années 95-99, où Madame Cresson était en charge du secteur sciences, recherche, éducation et formation. Voilà. L'autre expérience intéressante quand on discute avec vous, c'est la femme de terrain, j'allais dire, c'est peut-être grâce à Châtellerault, où vous êtes quand même très ancrée, vous êtes d'ailleurs aujourd'hui présidente de l'école de la méchante de Châtellerault. Donc on vous a fait venir sur ce thème, parce que ça nous semble être un sujet vital pour l'avenir du pays, l'éducation. À chaque fois qu'on fait des groupes de travail, ça ressort comme l'un des thèmes à traiter, et c'est intraitable ou intraité aujourd'hui. Or, avec les écoles de la même chance, on a vraiment une expérience réussie, positive. Donc on voudrait savoir un peu pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure et comment vous avez réussi à en faire un succès. S'il vous plaît. Merci. D'abord, merci d'être venu ce matin pour qu'on puisse débattre de ce sujet qui est effectivement un sujet fondamental, l'éducation. Et vous m'avez demandé donc d'expliquer à la fois les raisons et le processus de création des écoles de la deuxième chance. Alors moi j'ai toujours été frappée par mon expérience de terrain. Effectivement, j'étais maire de Châtellerault pendant assez longtemps et j'ai toujours été frappée de la déconnexion par rapport au système éducatif d'un certain nombre de jeunes des catégories les moins favorisées. On observe ça très vite, dès qu'ils sont à l'école. Il y a ceux qui ont des parents qui peuvent s'en occuper, qui les emmènent en vacances, qui leur expliquent des choses et qui les aident éventuellement quand ils ont des problèmes à l'école. Et puis, le reste de la population qui ne s'en occupe jamais, quelquefois qui ne parle pas français d'ailleurs, et qui ne comprend pas du tout de quoi il s'agit à l'école et qui est tout à fait incapable de les aider. Donc ces enfants sont absolument perdus, très jeunes. Et ensuite, ça ne se corrige pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remonter. Donc j'ai observé ça, et sur le terrain à Châtellerault, j'avais déjà mené un certain nombre d'actions pour les occuper pendant les vacances, faire des activités culturelles, sportives, et aussi leur faire réviser un petit peu ce qu'ils étaient en train d'oublier pendant les vacances d'été, qui sont beaucoup trop longues. Et je m'étais aperçue que ça donnait certains résultats. Et effectivement, quand j'étais nommée commissaire à Bruxelles, chargée notamment de l'éducation, j'ai réuni un groupe de travail et nous avons regardé comment ça se passait dans les différents pays. Nous avons vite vu qu'en France, c'était pire qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a chaque année en France environ 100 à 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation et sans diplôme, donc ils n'ont aucune chance de trouver un emploi chaque année. Et donc le stock, comme on dit, est énorme. Après, on s'étonne du chômage, mais il est évident qu'il y a une relation directe. Et donc, ce groupe de travail a observé aussi que dans les autres pays, ce n'était pas la même chose, c'est-à-dire que dans les pays comparables à la France, le système éducatif fonctionnait mieux parce qu'il y avait un suivi des jeunes qui était personnalisé, qu'il y avait la méthode de l'apprentissage dans certains pays, comme en Allemagne ou en Suisse, où ils entrent en apprentissage, pas seulement ceux qui ne suivent pas à l'école, comme on dit ici, mais aussi les autres. Ceux qui sont bons à l'école vont en apprentissage dans les entreprises. Donc ils se familiarisent très tôt avec la vie économique et avec la vie tout court. Et donc un ensemble de données, donc il y a eu ce groupe de travail a fait un rapport, et ce rapport a préconisé une solution qui était les écoles de la deuxième chance pour donner les savoirs fondamentaux à des jeunes qui n'ont pas réussi à les acquérir pendant leur scolarité. Quand je dis 100 à 120 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire, ça veut dire aussi qu'à la sortie de l'enseignement primaire, il y a 20% des jeunes qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. 20%. Alors ensuite, on peut les garder à l'école tant qu'on voudra. Comme ils ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, ils n'apprendront jamais rien. Ils arrivent à la fin de la scolarité obligatoire et n'ont rien appris. On a en plus, en France, supprimé le redoublement. J'ai vu là que le nouveau gouvernement va le remettre, heureusement, parce que si on supprime le redoublement, ça veut dire qu'on passe d'une classe à l'autre sans avoir maîtrisé quoi que ce soit, et
fondamentalement, on ne maîtrise pas dès l'origine les mécanismes qui permettent d'engranger des connaissances. Ils sont tout à fait incapables. Alors, là-dessus, j'ai fait voter par le Parlement européen un texte qui approuvait ce système, d'une part, et qui, d'autre part, affectait une somme d'argent à chaque pays pour créer un projet pilote. Parce que je suis partie de l'idée qu'il fallait faire une démonstration en réel pour pouvoir convaincre des décideurs, soit des élus, éventuellement le gouvernement, mais enfin, il ne faut pas rêver. Et donc, on a fait par pays un projet pilote. Donc, j'ai distribué à chacun des pays membres de l'Union européenne une somme d'argent. Et pour la France, je ne l'ai pas donnée, parce que je savais trop bien que ça tomberait dans le gouffre général et qu'il ne se passerait rien. Donc, j'ai gardé l'argent. Et j'ai dit aux énarques qui vitupéraient que ce ne serait pas pour eux que j'allais faire un projet pilote moi-même. Et donc, je voulais pour ça une municipalité qui ait des problèmes et un maire décidé à s'engager dans ce projet. Et j'ai trouvé Marseille. Donc, on ne peut pas dire que Marseille n'a pas de problème. Et d'autre part, le maire était absolument emballé par le projet. Je lui ai donc mis à sa disposition une somme d'argent non négligeable et il a pu construire un projet pilote qui ensuite était une démonstration grandeur nature de ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on pouvait le visiter, poser des questions et ça a très bien fonctionné. Après, ça a été très difficile pour élargir l'expérience. Pourquoi ? Parce que certaines municipalités, les municipalités socialistes auxquelles je me suis adressée pour commencer, ils étaient très réticents parce que, comme m'a dit Jean-Marc Ayrault, qui était maire de Nantes, les membres du conseil municipal sont souvent des enseignants et donc pour eux c'est un reproche vivant, c'est la contestation, c'est la démonstration qu'effectivement le système ne marche pas. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés, ça a mis très longtemps. Et puis au bout d'un certain temps, ça a commencé à augmenter. Les financements, j'ai demandé aux régions de cofinancer, donc ça c'était difficile à enclencher. Le Fonds social européen payait aussi. On avait droit à la taxe d'apprentissage et les communes mettaient à disposition des locaux. Bon. Il y a eu beaucoup de réticences sur lesquelles je passe, parce que comme ça demandait à plusieurs échelons d'accepter, il y avait toujours un échelon qui bloquait en disant ça ne sert à rien, on a déjà tout, enfin, etc. Bon, finalement, les écoles se sont bien développées. L'État en France a accepté de mettre une certaine part, et donc ça a démarré. À partir de Sarkozy, qui a décidé de mettre de l'argent, ça a commencé à démarrer bien. Donc aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Aujourd'hui, nous avons 240 sites, c'est-à-dire qu'une école, c'est quelquefois plusieurs sites. Nous avons 15 500 jeunes par an qui entrent dans les écoles de la deuxième chance, 15 500 par an, avec un taux de réussite qui est aux alentours de 60 à 70%. Qu'est-ce que c'est que la réussite dans une école de la deuxième chance ? C'est d'avoir l'accès à un emploi ou le retour à une formation qualifiante. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est un très bon résultat. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, qui n'a pas pour habitude de faire des compliments, vient de sortir un rapport qui dit que c'est ce qui marche le mieux et que le rapport investissement-résultat est tout à fait probant. Donc il y a eu beaucoup de dispositifs que les différents gouvernements ont mis en place, mais très souvent dans l'idée d'alléger les statistiques du chômage, c'est-à-dire faire sortir des jeunes et puis les mettre soi-disant en formation avec une somme d'argent, parce qu'il y a une petite rémunération, j'ai oublié de dire. Les écoles de la deuxième chance, ils reçoivent 350 € par mois de rémunération. Mais le dispositif, le dernier qui était mis en place par le gouvernement qui vient de sortir, c'était 500 € par mois pour des jeunes qui n'avaient pas vraiment d'obligation de suivre une formation. Ce qui veut dire que toucher 500 € par mois en ne faisant rien ou 350 en travaillant très dur du matin au soir, évidemment, un jeune de 18 ans, il n'hésite pas. Ce qui fait que ce sont des interprétations du chômage et de ce qu'il faudrait faire pour y remédier qui sont absolument catastrophiques. Bon, les écoles de la deuxième chance se sont donc très bien développées. Quelle est la nature de la formation ? Comme ils savent
ils n'ont pas les savoirs de base. Lire, écrire, compter, donc c'est ça, savoir de base, par petits groupes, avec un suivi personnalisé. Et c'est ça ce qui fait l'originalité de nos écoles, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas une matière, on enseigne une personne. Et toutes les personnes sont différentes. Elles ont toute une histoire, des difficultés particulières, un profil, et donc on s'intéresse à la personne. On ne s'intéresse pas seulement à lui apprendre à lire et écrire, on s'intéresse aussi à ses problèmes. Et pour ça, il faut qu'on l'amène à en parler. Ce qui fait que parmi les formateurs, on appelle ça des formateurs de nos écoles de la deuxième chance, chaque formateur est responsable d'un certain nombre de jeunes dont il est le référent. Et les jeunes peuvent s'adresser au référent sur n'importe quel sujet, bien sûr, sujet d'éducation, mais aussi sujet personnel, problèmes familiaux, de santé, de logement et autres. Donc ils sont suivis. Ils ont pendant leur année, parce que ça dure à peu près 1 an, entre 9 mois et 1 an de formation, ils ont 3 stages en entreprise. 3 stages en entreprise, on commence en général par des grandes entreprises parce qu'ils ne savent pas trop encore vers quoi ils veulent s'orienter, puis les grandes entreprises c'est plus facile. Et puis ensuite, au fur et à mesure où le profil de ceux qui veulent faire commence à se dessiner plus précisément, on les met dans des entreprises plus petites et ils suivent une formation dans le domaine qui plus tard va être le leur. On n'a aucun problème à trouver des entreprises qui les prennent en stage, ça se passe très bien. Le référent qu'ils ont à l'école est en contact direct avec la personne qui s'occupe d'eux à l'intérieur de l'entreprise pendant le stage. Donc ils font un tandem qui va s'occuper du jeune pendant le stage, voir comment il réagit, comment il apprend, quels sont ses résultats, est-ce qu'il faut l'orienter autrement, etc. Donc c'est un suivi qui est très personnalisé. Et quand ils sortent de là, comme je disais tout à l'heure, 70% de résultats positifs, ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont exactement les mêmes capacités d'apprendre que les autres, sauf que, bien sûr, on s'y est mal pris et on les a, en quelque sorte, dégoûtés du système scolaire et ils ont intériorisé l'idée que c'est pas pour moi. Et quand on leur parle de quelque chose, c'est beaucoup plus grave encore. Quand on leur parle de n'importe quel sujet, ils ne veulent pas s'y intéresser. Parce que, comme ils sont habitués à ne pas comprendre, et à être en quelque sorte mis de côté, ils n'entrent pas dans la problématique. Donc quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu par exemple, pour illustrer mon propos, qu'à Marseille, j'ai rencontré des jeunes filles qui n'avaient jamais vu la mer et qui habitaient Marseille. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire c'est un enfermement dont on n'a absolument pas idée. C'est pas seulement qu'ils ne savent pas lire, c'est que tout ce qui est extérieur au tout petit groupe de copains qu'ils ont autour d'eux et éventuellement un peu la famille, ils les considèrent avec une certaine hostilité. En tout cas, ils ne veulent pas se mesurer à eux parce qu'ils ont tellement intégré le sentiment qu'ils n'étaient pas capables de comprendre qu'ils disent c'est pas pour moi. Tout ça c'est des conneries, c'est pas pour moi. Hein. C'est ce qu'on entend. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que l'enseignement des matières, classique de la scolarité, c'était insuffisant. Et j'ai créé, à côté du réseau des écoles, j'ai créé une fondation pour leur ouvrir l'esprit et leur apprendre autre chose. La fondation a pour objectif de leur montrer des expériences. Je cite un exemple parce que vous avez parlé de l'école de Châtellerault. L'école de Châtellerault, on a essayé une expérience type. On les emmène en car visiter l'aquarium géant de La Rochelle, qui n'est pas loin, qui est magnifique, et les poissons de toutes les couleurs, etc. Ils n'y sont jamais allés, hein, c'est pas très loin, mais ils ne sont jamais allés. Pratiquement, ils ne sont jamais sortis de leur quartier. Ensuite, on va visiter une usine de porcelaine à Limoges, donc la fabrication de la porcelaine, l'histoire de la porcelaine dans l'histoire de France, etc. Et on revient par Oradour-sur-Glane, dont ils n'ont évidemment jamais entendu parler. Et donc, vous avez 3 thématiques qui sont complètement différentes, mais qui ont pour objectif de les sortir de leur milieu. Et à partir de là, quand ils ont commencé à sortir de leur petit milieu d'origine, ils peuvent commencer à s'intéresser, parce que finalement, on leur a expliqué des choses, on a pris le temps de leur parler personnellement, et donc, finalement, l'objectif, c'est de susciter la curiosité chez eux. Parce que je leur explique souvent que la curiosité n'est pas, comme on dit, un vilain défaut, mais au contraire une grande qualité. Donc,
il faut qu'ils puissent s'intéresser. Alors, on a développé beaucoup d'expériences avec les écoles de la deuxième chance, avec la Fondation. Par exemple, là, récemment, qu'est-ce qui se passe? On a fait un concours avec... on a d'abord eu des ingénieurs du CNES qui ont accepté de faire une conférence devant les stagiaires de l'Île-de-France. Alors, grand écran, l'espace, à quoi ça sert, les fusées, quelles sont les applications du spatial, etc. Ils étaient fascinés, ils ont posé des questions. Tout d'un coup, ils entrent dans un univers, évidemment, qui est très éloigné du leur, qui demande a priori des connaissances, il n'en a aucune, mais la curiosité fait qu'ils s'intéressent. Ensuite, avec le CNES, on a fait un concours sur l'espace. Qu'est-ce que c'est pour vous l'espace? Alors, ils ont dû faire des recherches, ils ont concouru, et il y a eu des écoles qui ont gagné. Et les écoles qui ont gagné avaient droit, comme prix, comme récompense, à aller à Kourou pour voir la fusée s'envoler. Et ils sont encore, la première expérience là-dessus qu'on a faite, ils sont encore à Kourou, ils sont allés 8 jours, et ils ont vu, et on leur a expliqué, les gens du CNES se sont donné la peine de leur expliquer comment ça marchait, à quoi ça sert, etc. Ceux qui n'ont pas gagné vont avoir droit à une visite du salon du Bourget pour pouvoir voir de quoi il en retourne. Et il y a une démonstration particulière pour leur montrer qu'il y a des métiers dans le domaine du spatial auxquels ils peuvent prétendre. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir fait Polytechnique pour s'occuper du spatial. Il y a aussi toutes sortes de métiers où on peut entrer. Bon, on les a emmenés aussi au CERN à Genève. Vous savez, l'anneau qui est sous la Terre, là, avec la collision. On explique à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on essaye de ressusciter avec cette expérience. Et ils sont fascinés parce qu'il faut savoir que simplement le fait de partir de l'endroit où on vit et d'aller sur les bords du lac de Genève, de visiter un peu Genève, de voir d'autres jeunes, parce qu'on fait ça avec plusieurs écoles, donc ils se mélangent. Et puis, qu'on leur explique ce qui se passe et qu'il y a des savants de 18 nationalités qui sont rassemblés là et qui se mettent à leur disposition, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a plein d'expériences de ce type. Il y a des voyages découvertes. Il y a chaque année des rencontres sportives, c'est-à-dire que toutes les écoles envoient des jeunes qui se réunissent chaque fois dans une région différente et on fait des rencontres sportives, ce qui leur permet de se rencontrer. On distribue des prix, ils sont pris en considération. C'est ça aussi l'objectif, c'est qu'ils existent, ils sont quelqu'un, on les reconnaît. Et on les reconnaît parce qu'ils ont fait un effort. Alors il y a beaucoup d'exemples. Avec l'aide de la Fondation pour la Shoah, on les a emmenés visiter Auschwitz, par exemple. Pour eux, le principal intérêt, c'était de prendre l'avion, parce qu'ils n'avaient jamais pris l'avion. Et puis après, quand on leur a expliqué, parce qu'ils n'avaient absolument aucune idée, ils se sont intéressés au problème. Il faut se rendre compte, personne, je crois, dans les milieux évolués, ne se rend compte du degré d'enfermement dans lequel ils vivent. Après, on s'étonne des dérives quand on voit le petit milieu où ils sont. Je sais qu'après les attentats de Charlie Hebdo, quand on a fait la minute de silence, il y en a qui ont refusé de la faire, hein, en disant que c'était bien fait parce qu'on s'était moqué du prophète. Hein. Donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, il y a beaucoup d'expériences. J'ai eu la chance que la Fondation Alpha Omega s'intéresse à nous. Qu'est-ce que c'est qu'Alpha Omega ? J'abritais au début ma fondation à la Fondation de France, mais c'était très bureaucratique, ça ne marchait pas très bien. Et j'ai eu une demande de la Fondation Alpha Omega qui a été créée par Maurice Chenio. Maurice Chenio, c'est celui qui a créé Apax Partners, qui est arrivé d'Afrique du Nord tout jeune, avec pas un rond, et qui a finalement fait fortune. Et Apax Partners, quand il a pris sa retraite, M. Chenio a créé une fondation qui s'appelle Alpha Omega, et qui a pour but d'aider les jeunes à démarrer dans la vie, à évoluer, etc. Il abrite un certain nombre d'organismes, et nous, il m'a demandé si je souhaitais être abrité chez lui. Naturellement, j'ai accepté. Ce qui nous a permis, sur le plan financier,
de nous étoffer, parce que bien sûr un réseau où il y a 240 écoles et 15 000 jeunes par an, vous pensez bien qu'un seul, j'avais un monsieur admirable, monsieur Alexandre Cheyer, qui avait pris sa retraite et qui s'occupait du réseau, mais il ne pouvait pas fournir tout seul la quantité de travail qui était nécessaire pour s'occuper d'un réseau aussi important. Donc on lui a mis 2 adjoints qui l'aident, hein, et puis Apax Partners nous aide pour essayer de trouver des fonds pour alimenter ma fondation de façon à pouvoir faire des choses intéressantes. Et chaque fois, chaque année, les écoles présentent 2 fois par an un certain nombre de projets qu'elles voudraient réaliser, alors voyages, découvertes, expériences diverses, et à partir de là, on fournit une partie de l'argent pour pouvoir réaliser les projets. Et ensuite, quand le projet a été réalisé, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont vu, rendre compte par écrit et aussi oralement pour expliquer ce qu'a été l'expérience qu'ils ont traversée. Voilà, donc on peut dire que c'est un grand succès parce qu'on l'a mené avec beaucoup de rigueur sur le plan de la gestion. On l'a mené aussi avec une certaine connaissance de ces jeunes sur le terrain. Aujourd'hui, peut-être que l'éducation nationale se réformera, espérons-le. Mais en tout cas, le système en France de l'éducation nationale ne fonctionne pas. Ça, c'est tout à fait clair. Il fonctionne pour ceux qui ont la chance d'appartenir à des milieux où on peut les épauler. Mais pour les milieux très défavorisés qui habitent dans des endroits isolés ou qui sont dans des banlieues particulièrement défavorisées, c'est l'enfermement. Et rien n'est pire que l'enfermement parce que quand on est enfermé, on raconte toujours les mêmes histoires, on tourne autour des mêmes sujets, on n'a pas de curiosité, non seulement on n'a pas de curiosité, on a de l'hostilité, c'est pire que ça, par rapport à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Tout ce qui peut venir de l'extérieur est une menace, et quelque chose qui me remet en cause, qui me montre que je ne suis pas capable de comprendre, au fond je suis nul. Hein. Et donc, comme on ne veut pas être nul, eh bien on le repousse. C'est ça le mécanisme qui est le leur. Et c'est ça qu'il faut briser. Ils sont exactement aussi intelligents que les autres, comprennent aussi facilement. Simplement, il faut s'y prendre autrement. Et naturellement, je souhaiterais que ce genre de réflexion et de mécanisme soit mis en place dès l'origine, bien sûr, et qu'on n'ait pas besoin des écoles de la deuxième chance. C'est ça. C'est ça qui serait mieux. Bon, comme on n'en est pas là, je pense que les écoles de la deuxième chance ont encore de beaux jours devant elles, parce que ce système, manifestement, ne fonctionne pas. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui des écoles de la deuxième chance. Donc on est reconnu, ça fonctionne très bien, on a des résultats qui sont non négligeables, on rencontre une très grande écoute de la part des entreprises. Je voudrais dire que le terrain des entreprises est extrêmement favorable, c'est-à-dire pour les prendre en stage, pour donner la taxe d'apprentissage, etc. C'est très bien. Au passage, je souligne que la taxe d'apprentissage, où les entreprises pouvaient avant donner la totalité de la taxe, la distribuer sur des cibles qui leur semblaient intéressantes, depuis 2-3 ans, ils ne peuvent distribuer librement que 20% de la taxe d'apprentissage. Et les 80% restants tombent dans le gouffre commun. Hein. Donc, malgré tout, nous n'avons pas perdu d'argent de la taxe d'apprentissage, ce qui veut dire que les entreprises ont gardé leur effort et ont ciblé prioritairement sur les écoles de la deuxième chance, probablement au détriment d'autres causes. Voilà, donc c'est, on peut dire, un résultat qui est satisfaisant, qui suscite maintenant l'intérêt des pouvoirs publics. J'ai été approchée là un peu par le nouveau gouvernement et on va pouvoir les développer. Mais je voudrais insister sur une chose. Si je n'avais pas été à Bruxelles à la Commission, si j'avais été à Paris, ministre ou même Premier ministre, croyez-moi, je n'aurais jamais pu le faire. Parce que le système est vent debout contre ce genre d'expérience. Vent debout, faut savoir. Quand j'étais Premier ministre, je cite un exemple, je voulais relancer l'apprentissage. Et j'avais vu que dans les pays qui pratiquent l'apprentissage, il y a beaucoup moins de déscolarisation, que les jeunes s'intègrent beaucoup mieux, etc. Mon ministre de l'Éducation, c'était Lionel Jospin. Je lui dis, tu devrais relancer l'apprentissage. Il me répond, ça n'est pas dans notre tradition.
Je lui dis, écoute, ça existait au Moyen-Âge. Ça existait au Moyen-Âge, donc ça doit être dans notre tradition. Puis même si ça ne l'était pas, ce n'est pas une raison. Non. Là-dessus, je lui dis, j'ai peut-être pas la meilleure idée, tu as peut-être une meilleure idée. Et j'ai vu que non seulement il n'avait pas une meilleure idée, mais il n'avait pas d'idée du tout, pour une raison très simple, c'est qu'il ne se posait pas la question. Si vous ne vous posez pas la question, vous ne risquez pas de trouver une réponse. Hein. Bon, comme la question ne se posait pas, puisque théoriquement, l'enseignement en France, il est libre, gratuit, obligatoire, tout ce qu'on voudra. Bon, donc tout le monde a sa chance. Si vous ne prenez pas votre chance, tant pis pour vous. Hein. C'est ça le raisonnement. Donc pour ces mentalités très administratives, disons, en gros des énarques, ils voient les choses sur le papier. C'est-à-dire que le système, il est bon, hein, on ne peut pas dire, c'est la justice sociale, ça, l'école obligatoire, laïque, tout ce qu'on voudra. Très bien, parfait. Sauf qu'il ne revient pas à l'esprit de regarder sur le terrain comment ça se passe. Or, quand on est sur le terrain, on le voit comment ça se passe, on le voit physiquement. On les voit, les gamins, qui traînent autour des immeubles où ils habitent, qui ne vont jamais beaucoup plus loin, qui ne rencontrent personne que des gens qui sont exactement comme eux, qui n'ont bien sûr aucune curiosité. On peut toujours leur mettre des séances de théâtre, de cinéma, tout ce qu'on voudra gratuite, ils n'iront pas, parce que ça ne les intéresse pas, puisque ce n'est pas pour moi. Hein, c'est ça qu'ils ont intégré. Donc il faut, pour briser ce mur, il faut effectivement des méthodes tout à fait différentes. Alors, ceux qui rentrent dans nos écoles, ils sont volontaires, bien sûr, personne n'est obligé. Les enseignants, c'est souvent la question qu'on pose, ils viennent de partout. Il y en a qui viennent de l'éducation nationale et il y en a d'autres qui viennent du secteur privé ou qui... voilà, n'importe quel... On ne cherche pas l'origine. Les professeurs sont jugés sur leurs résultats, sur leur motivation, sur la façon dont ils s'y prennent. Et nous avons effectivement en France des gens, on peut dire, j'en ai vu beaucoup, de très haut niveau, extraordinairement doués pour expliquer les choses aux jeunes, à ces jeunes en difficulté, s'y prenant d'une façon très personnalisée. Je me suis beaucoup inspirée de méthodes qui existent à l'étranger, la méthode Montessori, etc., des méthodes très personnelles où on implique les jeunes et les enfants depuis le plus jeune âge à s'intégrer au système et à comprendre. On essaye de les motiver, pas d'apprendre bêtement comme ça par cœur, mais d'être motivés pour rentrer dans la problématique. Et donc, grâce à tout cet effort, on a affiné nos méthodes, on les a améliorées. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un résultat qui est excellent. Et les écoles, ils s'en créent. Pratiquement, j'en inaugure une nouvelle chaque mois. Hein, et on peut dire qu'effectivement, c'est un succès. Donc, je vous remercie de vous intéresser à ce sujet. Et je suis à votre disposition pour qu'on puisse éventuellement débattre. Merci beaucoup. Madame le Premier ministre, comment se situe la France dans le domaine de l'école de la seconde chance par rapport à nos principaux partenaires européens ? Par rapport à nos partenaires européens, nous nous situons tout à fait en tête pour deux raisons. La première, c'est que les autres en ont beaucoup moins besoin que nous. Voilà. Et la deuxième, c'est que je me suis occupée personnellement, et croyez-moi, c'était un investissement, un gros investissement, directement de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que j'ai pris par la main les élus que je connaissais pour leur montrer l'école de Marseille et ensuite les autres écoles qui se sont mises en place. J'ai été secouer un petit peu les élus régionaux pour leur dire il faudrait que vous vous mettiez dans cette opération. J'ai eu beaucoup de résistance et de réticence d'un certain nombre d'élus pour des raisons purement idéologiques et théoriques, bien sûr, puisque l'école étant libre, pourquoi c'est qu'ils sont incapables, puisqu'ils n'ont pas appris. Hein. Donc, voilà. En gros, maintenant, on peut dire que ça marche. Et quelle était la question déjà ? Oui, est-ce qu'il y en a plus par rapport aux autres pays européens ? Ah oui, les autres pays ont moins d'écoles de la deuxième chance. Il y en a qui en ont. Par exemple, là, l'école de Châtellerault va faire un jumelage avec une école espagnole de la deuxième chance. On va faire des échanges. Pour ne rien vous cacher, moi, cette action-là, je l'ai lancée pour faire quelque chose en France. Hein, c'était quand même l'idée que j'avais en arrière-plan, parce que je savais que j'y arriverais jamais autrement. Donc, ça s'est bien passé. Et les autres, ils ont des écoles de la deuxième chance, mais effectivement, étant moins utiles, elles ont moins d'envergure. Et comment se répartit le financement entre l'État, les collectivités territoriales et le privé ?
Alors, vous avez un financement de la région, hein, c'est un financement important. Vous avez environ 30%. Vous avez un financement du Fonds social européen. Alors là, c'est très difficile à obtenir parce qu'il y a tellement de paperasse à remplir, c'est vraiment terrible. Enfin bon, on y arrive quand même. Vous avez un financement de l'État, effectivement, depuis Sarkozy, un financement de l'État qui a été déterminant pour... Bon, là, on a franchi une étape tout de suite assez rapidement. Et vous avez les villes qui mettent à disposition généralement des locaux en déshérence qu'elles ont et qu'elles aménagent et qu'elles mettent à la disposition des écoles. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Merci. Madame la Première ministre, merci pour cet exposé très clair. Comment évitez-vous les rechutes? Parce que j'imagine que les jeunes, un an après, retombent dans leur quartier. J'ai pas compris. Les jeunes qui retournent dans leur quartier après. Ah oui. Les jeunes qui retombent dans leur quartier, chasser le naturel, il revient au galop et vous les remettez de là où ils sont issus, avec les mêmes travers. Oui, ils retournent effectivement dans leur quartier, ils sont souvent critiqués par les autres, hein. En somme, ils ont trahi en quelque chose. Ils sont passés de l'autre côté, ils sont passés du côté de ceux qui les ont toujours, soi-disant, méprisés. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'ils le ressentent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très facile, et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons un accompagnement après l'école. C'est-à-dire, quand ils sont sortis de l'école de la deuxième chance, ils restent en relation, enfin, un certain pourcentage d'entre eux est en relation avec les responsables de l'école qui continuent de les suivre. Mais à partir du moment où ils ont trouvé un emploi et où on peut dire qu'ils se détachent de leur quartier, hein, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus faisant partie de ce milieu dont ils faisaient partie d'une façon totale avant. Ils n'avaient jamais rien vu d'autre. À partir du moment où ils ont vu autre chose, ils sont capables de franchir le pas et tout en restant probablement encore solidaires de leur famille, un peu de leur milieu, ils ont vu qu'il y a autre chose qui est plus intéressant. Le déclic, c'est de se rendre compte que le monde extérieur peut apporter quelque chose qui est déterminant, qui est d'une certaine façon beaucoup plus intéressant, plus riche que le milieu dont ils sont issus, et sans contester leur milieu d'origine, leur famille, etc., voir les choses d'une façon différente. Et le suivi, il est très important après l'école pour justement les maintenir dans cette idée. À partir du moment où ils ont un emploi, de toute façon, les choses changent complètement. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir comment ils arrivaient chez vous. Est-ce qu'ils sont orientés, en fait, oui. Par qui sont-ils orientés? Et oui. Quels sont, en fait, vos déclics pour les motiver pour venir? Alors, comment viennent-ils chez nous? Ils viennent parce qu'on a demandé aux missions locales, dans les cas où elles le jugent utile, après que les missions locales, on leur a expliqué ce qu'on faisait, les missions locales nous en envoient, mais de plus en plus, c'est le bouche à oreille, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que ça marche dans tel endroit, ils se parlent entre eux et puis ils finissent par dire que, effectivement, c'est peut-être intéressant. Donc, c'est beaucoup comme ça. Et on n'a aucun problème de recrutement. Simplement, bien sûr, dans certains quartiers, il y a une réticence, il y a une résistance, c'est-à-dire que les gens disent « tu ne vas pas retourner à l'école ». Je dois dire que d'ailleurs, ce raisonnement-là marche mieux chez les garçons que chez les filles. C'est-à-dire que les filles, ça ne vous est pas échappé, sont infiniment plus sérieuses que les garçons. Et donc, pour elles, retourner à l'école n'est pas du tout honteux, hein, ce n'est pas stigmatisant. Mais pour un garçon qui a plus de 18 ans, je retourne à l'école, c'est un côté un peu bébête, donc qui n'admet pas. Pour une fille, ça ne joue pas. Donc c'est un peu une sorte de résistance ou de réticence qu'on rencontre plus chez les garçons que chez les filles. Est-ce que vous avez plus de garçons que de filles? On a à peu près la même chose, et dans certaines écoles, légèrement plus de filles. Qui souvent ont déjà des enfants, hein, parce qu'elles ont des enfants très tôt. Et c'est vrai que c'est un véritable problème. Voilà la question que je me pose en vous écoutant là, depuis l'origine, avec attention. Vous avez dit que les fondamentaux nécessaires, lire, écrire, compter, etc., c'est ce qu'il manque, hein, c'est la pierre d'achoppement de base pour pouvoir construire, les sous-bassements pour construire. Oui. Est-ce que, à la suite, ce que je perçois dans votre exposé, c'est que vous créez la motivation
des gens pour devenir ouverts vers l'extérieur, pour s'interroger, pour dire pourquoi, etc. Curiosité. Est-ce que sur le critère du savoir, etc., vous avez pu leur donner envie ou leur faire comprendre la nécessité de le faire? Parce que sinon, quand ils reviennent, il me semble, quand ils reviennent, forcément, ça ne leur servira à rien pour se valoriser, ils vont être plutôt décriés. Donc est-ce qu'ils ont quelque chose, un viatique nouveau qui les aide un petit peu à progresser, quoi? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une vraie question. Et l'un des enjeux, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de les ouvrir à la curiosité, hein, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses que je ne connais pas, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, et après tout, quand on me parle de quelque chose, au lieu de dire je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, on se dit, après tout, peut-être que c'est intéressant. C'est une démarche absolument fondamentale. Et donc, on arrive effectivement à les intéresser, à faire cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'en leur montrant par la Fondation, notamment, un certain nombre de domaines dont ils n'ont aucune idée, on arrive à susciter cette curiosité. Ça, c'est très important. Aussi, par exemple, ce sont des familles où jamais aucun livre n'entre chez eux. Ils ne lisent jamais un journal, bon, il n'y a rien de tout ça. Donc, on a une bibliothèque à l'école, toujours, et puis on essaye de leur dire qu'un livre, ce n'est pas quelque chose qui est un objet... disons, à rejeter, parce que pour eux, le livre, c'est quelque chose ça n'a aucun intérêt, c'est pas pour moi. Hein. Donc, on arrive à leur faire lire. Et puis ensuite, on discute de la lecture. Et dans la plupart des cas, je dois dire, l'esprit s'ouvre et que finalement, ils sont entraînés à s'intéresser à des sujets qu'ils voient passer, hein, et puis essayer de les approfondir, à entrer dans la problématique. Vous avez raison, c'est absolument fondamental. Susciter la curiosité, l'envie d'apprendre, et ne pas continuer à rejeter tout ce qu'on me présente d'un peu nouveau, que je ne connaissais pas, c'est quelque chose de formidable. Mais ce déclic, on le voit presque physiquement, à partir du moment où ils ont découvert quelque chose, et ensuite on travaille sur le sujet. Quand ils rentrent d'une expédition, on les a emmenés voir quelque chose, on discute, ils doivent faire un compte-rendu. Dans certains cas, on a obtenu d'ailleurs de la presse locale qu'ils aient une conférence de presse, donc ils répondent à des journalistes qui viennent les interroger sur l'expérience qu'ils ont vécue, et c'est quelque chose qui les valorise. Vous savez, tout le monde a besoin d'être valorisé, d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté, d'être utile, de pouvoir progresser. Et ce sentiment de progresser que les gens ont souvent, eux ne l'avaient pas du tout. Hein. On n'est pas là pour progresser, on est là pour continuer dans le petit milieu où j'ai mes copains, où je connais tout le monde, et voilà. Et le reste du monde est hostile. C'est quelque chose de fondamental. Oui, je poursuis, puis je termine sur ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait, je me demande, qu'est-ce qui fait que l'école de Jules Ferry, si on se replace, mettons, plus d'un siècle en arrière, les Français moyens, ils étaient à la campagne. Oui. Il y en avait beaucoup qui ne savaient ni lire ni écrire. Exact, oui. Est-ce que les campagnes de l'époque, c'est pas l'équivalent de nos banlieues? Je veux dire, toute ethnie ou toute origine étant la même. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ce phénomène d'apprentissage? Or, autrefois, les gens qui allaient à la ville ou ailleurs pour apprendre, eh bien, en fait, quand ils revenaient chez leurs parents qui savaient lire et écrire, ils étaient trouvés comme un peu curieux aussi. Comment ça se fait que ça marchait à l'époque? Je ne sais pas si vous avez une idée. Ça marchait à l'époque parce que d'abord, les familles, même si elles n'étaient pas éduquées, elles avaient une grande discipline, c'est-à-dire le gamin qui avait une mauvaise note à l'école, il se faisait engueuler par son père quand il rentrait à la maison, tandis qu'aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas de père, hein, ils sont tous barrés. Et donc, les mères sont absolument dépassées, ne s'en occupent pas du tout, c'est-à-dire qu'on les nourrit, mais c'est tout. Hein. Et donc, ils n'ont personne à qui s'adresser. Et malheureusement, dans nos écoles, compte tenu du fait que l'enseignement, il est fait par l'enseignant, comme ça, et puis l'enseignant s'en va après. Quand j'étais à Matignon, j'avais voulu obtenir que dans nos écoles, chaque enseignant puisse disposer d'un petit bureau pour recevoir les élèves et éventuellement les parents. Ça a été refusé par l'Éducation nationale, il faut le savoir ça. Parce que comme ces bureaux n'auraient jamais été occupés, évidemment, ça aurait causé probablement un malaise. À partir du moment où le professeur fait un cours ex cathedra, celui qui peut attraper
la connaissance comme ça, bon, c'est bien, et l'autre, tant pis. Hein. C'est un peu ça. Donc l'idée actuelle d'avoir moins d'enseignants, 12 dans les quartiers prioritaires, d'avoir 12 enfants pour un enseignant, c'est très bien. À mon avis, c'est un bon début, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il ne faut pas seulement faire un cours, il faut aussi les voir en tête-à-tête. C'est ce que nous faisons dans les écoles de la deuxième chance, c'est-à-dire que chaque formateur qui est en même temps un référent pour chacun des jeunes de son groupe, il les voit en tête-à-tête, et le temps qu'il faudra. C'est-à-dire on consacre le temps qu'il faut pour le faire parler, pour qu'il puisse expliciter, et ça prend souvent très longtemps, la vraie raison pour laquelle il n'apprend pas, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les problèmes qu'il a dans sa famille, dans son environnement le plus proche, quel est son vécu, et donc ça prend du temps. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas mieux, hein, même si on n'en a que 12. Alors j'espère que ça progressera. Oui, vous avez dit tout à l'heure avoir été approché par le nouveau gouvernement. Oui. Le ministre actuel est quand même un pur produit du système qui est vent debout, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, contre ça. Est-ce que vous pensez qu'il va être sensible au... Oui, je crois. C'est un produit du système, mais qui, dans le passé, s'était élevé contre un certain nombre de dérives du système. Hein. Je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard. Je pense que l'idée qu'il a d'avoir un maximum de 12 élèves par classe dans les quartiers prioritaires est déjà un bon début. J'ajoute que quand je parle du gouvernement, ce n'est pas tout à fait ça. Il se trouve que j'étais à un des derniers meetings de Macron à Châtellerault, et on m'avait invité, donc, comme ancien maire de la ville. J'étais assise au premier rang à côté de Madame Macron. Et la première chose qu'elle me dit, « Je suis très intéressée par vos écoles de la deuxième chance. Et j'ai l'intention de m'impliquer dans qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui ont décroché. » Je lui dis, je suis à votre disposition, donc là, j'attends un peu. Et puis, on va voir, et je pense que là, on aura un soutien très ferme, parce qu'elle a l'intention de s'investir dans ce secteur et de faire un travail à temps plein, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est bien. Oui, moi j'ai une question, parce que ces méthodes pédagogiques qui sont un peu innovantes quand même, dont on n'a pas trop parlé encore, pourquoi finalement on les réserve à ceux qui sont perdus, on ne les réserve pas à la grande masse, avant qu'elle soit perdue justement. Ça semble très intéressant, on est dans un... Les gens ne voient pas, Non, les gens ne voient pas. C'est-à-dire il y a eu beaucoup d'ouvrages de pédagogie écrits, notamment en Allemagne, sur les systèmes éducatifs. En France, on ne s'est pas beaucoup intéressé à ça. C'est-à-dire je ne connais pas très bien le milieu des enseignants, mais d'après ce que je vois, ils inventent de temps en temps des méthodes plus ou moins absurdes, par exemple, la façon d'apprendre à lire, pendant longtemps, ça a été quelque chose de totalement déconnecté de la réalité. Et c'est toujours pareil, ceux qui peuvent suivre, quelle que soit la méthode, ils suivent. Et puis les autres, ils sont largués. Donc c'est aux autres qu'il faut penser et s'adapter à eux. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences à l'étranger, il y a eu les écoles Montessori, mais il y a eu beaucoup d'autres types d'écoles. Et d'ailleurs, j'observe qu'en France, beaucoup de parents mettent leurs enfants dans cet enseignement privé, disons, mais qui est reconnu par les pouvoirs publics, et donc financièrement aidé, parce que les méthodes sont différentes. L'éducation nationale, je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, c'est quand même un univers très fermé, avec ce sentiment de certitude d'avoir raison, envers et contre tout, et malgré les résultats. C'est-à-dire que les résultats n'existent pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand Jospin était mon ministre de l'Éducation nationale, c'est on a un dispositif qui est démocratique, qui est à la portée de tout le monde, et si vous n'en profitez pas, tant pis pour vous. C'est ça. Voilà. Et ils sont toujours dans cette optique-là. Je pense qu'à partir du moment où il y a un nouveau ministre qui, effectivement, a l'air relativement beaucoup plus ouvert que les autres, qui d'ailleurs fait l'objet de contestations à l'intérieur du système éducatif, c'est-à-dire que c'est une remise en cause du système de l'avoir nommé. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vais m'en occuper de mes écoles. Je vais continuer et je pense que j'aurai une écoute. Oui. Alors, moi, j'avais une question sur les 30% de personnes qui ne réussissent pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qui ne maîtrisent pas... Ils échouent, en fait. Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'enfermement, justement ? Non, ils ne sortent pas de l'enfermement. À partir du moment où on observe, on est un enfant il a 10 ans, il est à l'école. Ce que le professeur dit ex cathedra, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Il est obligé d'être là parce que c'est obligatoire.
il rentre chez lui, on ne lui parle de rien non plus. Il n'a jamais vu un livre chez lui. Ses parents, quand il y a les deux parents, ce qui est assez rare, ne lui parlent de rien. Et donc, il est là et tout ça lui échappe. Donc, il ne peut pas le comprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous parlais du CNES et du spatial. J'ai observé que dans le domaine scientifique, bien sûr, ils n'ont aucune connaissance scientifique, mais ça leur parle. C'est-à-dire ils ont le sentiment de pouvoir entrer dedans. Tout ce qui est littéraire, quand vous lisez un livre, même un roman, il y a des quantités de références qu'il faut avoir. C'est-à-dire que chaque ligne fait appel à des connaissances que vous maîtrisez déjà. Donc ils ne comprennent rien à la lecture. Quand ils lisent quelque chose, ils ne comprennent rien. Par contre, tout ce qui est scientifique les fait rêver. C'est-à-dire que c'est une approche qui déclenche chez eux quelque chose qui est une manifestation d'intérêt. Je ne connais pas tout ça, mais après tout, c'est quand même extraordinaire et ça les fait rêver. Donc voilà, ils sont effectivement emmurés. C'est le principal problème. Et le système éducatif français, classique, il n'est pas fait pour eux. D'accord, donc les 30% de restants, oui, les 30% restants, en fait, eux, ils retournent dans leur univers et ils n'ont pas spécialement... Bien sûr, oui. D'ailleurs, une des raisons du chômage de masse, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a une absence de connaissances de base qui fait qu'ils ne peuvent pas apprendre. Merci beaucoup pour cet exposé. Il y a deux tendances qui sont extrêmement intéressantes dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire le fait de s'inspirer de méthodes à l'international, et ça sera sans doute quelque chose qu'on aura de plus en plus à faire et auquel les institutions et les administrations devront s'adapter. Et la deuxième, c'est le fait d'expérimenter. En fait, on voit qu'il y a énormément de valeur dans le fait d'expérimenter, d'avoir une approche concrète des choses plutôt que l'approche conceptuelle dont vous avez décrit les travers et les limites. Moi, j'avais une question. Au début de votre exposé, vous avez mentionné le chiffre de 120 000 jeunes qui sortent du système chaque année. Donc, grâce à vos écoles de la deuxième chance, vous en prenez en charge 15 000. Oui, 10%. 10%, voilà. Donc, il y a 90%. Ah oui. Alors, est-ce que il y a d'autres organisations qui font un travail comparable au vôtre, oui. Ou est-ce que vous avez des projets peut-être pour développer vos activités, mais en gros, comment est-ce qu'on peut réduire le stock, réduire cet écart qui reste extrêmement important? Oui, vous avez raison. Oui, moi je développe les écoles en fonction des élus locaux qui demandent une école. Hein. On va les voir, on essaye de les motiver, on leur explique comment ça marche. De plus en plus d'élus locaux sont intéressés parce qu'ils en ont entendu parler par leurs collègues. Mais ça a été très très long à démarrer. Et puis tout d'un coup, vous savez, ça a démarré quand l'État a dit qu'il allait mettre de l'argent. Mais il y a eu des réticences qui étaient des réticences fondamentales, c'est-à-dire de la part d'enseignants qui étaient membres des conseils municipaux et qui n'en voulaient pas. Et puis, quelque chose de nouveau, en plus ça coûte de l'argent. Voilà. Est-ce que ça va servir à ma réélection ou pas, hein, finalement, c'est un peu ça. Donc, il y a des phénomènes, si vous voulez, qui sont des phénomènes très graves. Je voudrais en citer un. Quand Balladur était Premier ministre, il aspirait à devenir président de la République, comme on sait. Il a pris une disposition absolument tragique, que j'ai vu les résultats sur le terrain à Châtellerault. C'est-à-dire que les familles qui ont droit à une subvention pour payer la cantine des enfants, au début, avant Balladur, l'argent était versé par l'État aux écoles, directement aux chefs d'établissement. Donc les gamins venaient déjeuner gratuitement puisque le repas était payé. Balladur a pris une disposition absurde, mais qui était électoraliste, c'est-à-dire qu'il a donné l'argent aux parents. Du jour au lendemain, j'ai vu des gamins qui ne venaient plus à la cantine, qui était le seul repas équilibré qu'ils faisaient dans la journée, et en plus un espace de convivialité où on pouvait leur parler. Ils étaient dehors, ils grignotaient n'importe quoi, et ils n'étaient pas dans l'école. Du jour au lendemain, j'ai vu ça. Après, j'ai essayé assez fréquemment de faire modifier cette disposition, c'est-à-dire de à nouveau donner l'argent aux chefs d'établissement. Ça m'a été refusé par successivement plusieurs ministres de l'Éducation, au motif que les gens auraient le sentiment qu'on leur reprenait de l'argent. Donc électoralement, c'est mauvais. Voilà.
Et il faut se rendre compte de ça. Donc si le gouvernement, parce que j'essaierai avec le nouveau comme j'ai essayé avec les précédents, on verra ce que ça donne, mais on verra si on peut revenir sur cette disposition qui est extrêmement néfaste. Madame le Premier ministre, ma question est peut-être décalée par rapport à l'objet, École de la seconde chance. Les initiatives de Richard Descoings à Sciences Po, vous les mettez dans le cadre deuxième chance? Non, pas du tout, parce que ceux qui arrivent à Sciences Po, même quand ils sont d'une origine moins favorisée, c'est quand même, ils ont déjà passé leur bac, enfin, c'est quand même un certain niveau. Donc je pense que c'est une bonne chose, cette initiative, mais elle s'adresse à une population qui n'est pas une population illettrée. Hein. Nous, c'est vraiment une population qui sait à peine lire, hein, qui maîtrise aucun savoir de base. Ceux qui arrivent à Sciences Po, y compris ceux pour lesquels on a ouvert la porte de Sciences Po plus largement, c'est quand même déjà des jeunes qui, même s'ils sont issus de milieux défavorisés, ont déjà acquis quand même un certain niveau. Donc c'est pas la même chose. Bien sûr, c'est un peu la même idée, mais c'est pas la même cible. Merci pour ce très intéressant exposé. J'ai une question par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce que vous remarquez des différences dans les comportements et dans l'intérêt que peuvent manifester ou le volontariat de certains par rapport aux nouvelles technologies et au fait qu'il y a quand même un remixage, je pense, des populations par rapport à cette compétence qu'on a ou peut-être qu'on n'a pas, justement. Ça, c'est ma première question. La deuxième est très différente, c'est par rapport à la décentralisation. C'est-à-dire que tous les ministres successifs dont vous avez parlé, et vous-même en tant que Premier ministre, vous avez bien vu la difficulté de bouger le mastodonte, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une solution quand même à imaginer dans le fait qu'il y a une responsabilité directe des grandes régions, peut-être de plus petites régions, je ne sais pas, sur l'éducation nationale et donc sur la capacité à prendre en main vraiment ces problèmes et à se sentir responsable? Oui. Alors, sur les nouvelles technologies, c'est vrai qu'ils sont très intéressés, qu'ils savent se servir d'un ordinateur, ils sont toute la journée sur les réseaux sociaux et que ça donne une certaine agilité, mais ils voient passer tellement de choses. Donc, si vous voulez, c'est très superficiel. C'est-à-dire qu'on n'approfondit rien. C'est un côté positif. Mais c'est la lecture, oui, quand même. C'est un côté positif. Et ça a aussi un côté moins positif, si vous voulez, qui consiste à ne pas hiérarchiser les connaissances. Et donc, tout est absolument égal. Ils sont devant une infinité d'informations, donc ils ne savent absolument pas trier. Hein. Donc, aucun sens critique. Et nous, notre objectif, c'est de se servir de ces nouvelles technologies, bien sûr, on s'en sert. Ils ont tous un ordinateur, enfin, ils ont à leur disposition un ordinateur. Et puis, on s'en sert énormément pour la formation de ces systèmes. Simplement, il faut faire attention qu'ils ne passent pas, comme certains enfants, leur journée entière en train de flotter sur les réseaux sociaux. Au moins, ils savent lire. Ceux qui voilà, sur les réseaux sociaux. Au moins, ça a un côté positif, c'est qu'ils savent lire. Mais c'est aussi un côté négatif. Et donc, ces systèmes-là, il faut les maîtriser, il faut les utiliser, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que pour ces jeunes, quand ils cherchent quelque chose sur les réseaux sociaux, ils ne cherchent pas les choses les plus intéressantes pour eux, hein, pour leur développement. Ils cherchent des choses qui sont à leur niveau. Hein. Donc, il faut maîtriser le système, mais il ne faut pas se laisser engloutir par le système. Et votre deuxième question, c'était décentralisation. La décentralisation. Oui, alors d'accord, c'est très bien la décentralisation. Sauf que les élus locaux peuvent faire des choses. Et moi, j'en ai fait comme élu local. Simplement, on manque de moyens. C'est-à-dire que j'avais recruté, moi, des gens qui étaient à la retraite et qui acceptaient de donner du temps pour aider les jeunes, tant que c'était très bien. Sauf qu'on ne peut pas leur demander non plus trop. Et puis que ces gens, ils ont aussi le droit de partir en voyage, de partir en vacances, etc. Je crois qu'il y a un élément qui est fondamental en France, c'est que les enseignants sont très mal payés. Ça, les élus locaux n'y peuvent rien. Que, bien sûr, c'est pas toujours les meilleurs qui vont aller dans l'éducation, surtout dans le primaire, et que on ne tient aucun compte des résultats. Vous avez des pays comme au Royaume-Uni où il y a une part de la rémunération qui est associée aux résultats. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça en France,
Je dis simplement qu'il faut revaloriser la fonction d'enseignant, parce qu'aujourd'hui, bon, on trouve des enseignants dans le domaine littéraire et absolument très difficilement dans le domaine scientifique, parce que un jeune homme ou une jeune fille qui est doué en maths et en sciences, il ne va pas être professeur dans une école primaire. Il va aller dans une entreprise où il va essayer de devenir ingénieur. Donc il y a un problème de recrutement qui n'est pas négligeable et il faudrait certainement revaloriser la fonction. Madame, vous avez cité une certaine grande école dont tout le monde connaît bien on va dire les caractéristiques. Effectivement, dans ces grandes écoles à la française, les plus prestigieuses notamment, est-ce qu'il n'est pas dramatique pour notre pays qu'on apprenne à ces gens talentueux qui réussissent déjà à y rentrer qu'ils auront toujours raison? C'est un travers, je trouve, de l'enseignement, de la culture française. C'est qu'on apprend aux gens à avoir raison. On ne leur apprend pas à douter, on ne leur apprend pas à regarder ce qui n'est pas dans leur système. Ça, c'est vrai. C'est le seul pays, je pense, au monde où quand quelqu'un a déjà 70 ans, on explique qu'il est un ancien élève de telle école, hein, y compris dans les notices nécrologiques. Il n'y a aucun autre pays où c'est comme ça. Donc le fait d'être entré dans une grande école les assure pour la vie de la considération générale et aussi d'avoir bien sûr une situation rémunérée et reconnue. En fait, ils sont eux aussi assignés à résidence. Hein. Oui, mais ils ne s'en plaignent pas. Hein. Et finalement, le fait qu'on puisse progresser, être reconnu pour ce qu'on sait faire, pour les qualités réelles de compréhension, de réalisation, de ce qu'on réussit à développer, sont secondaires par rapport au diplôme. Madame, je souhaiterais revenir sur la question des parents ou de la famille. Une des raisons pour lesquelles je suis personnellement un peu critique sur l'expérience de Sciences Po, c'est que c'est bien de créer des élites, mais des élites coupées de leur famille et coupées de leurs racines ne contribuent pas à faire progresser le groupe social auquel elles appartiennent. Et au contraire. Donc ma question, c'est dans votre expérience, qui par ailleurs est vraiment tout à fait intéressante, est-ce qu'il y a une attention particulière portée au groupe familial de telle manière que l'effort que font les intéressés soit au minimum, disons, compris et éventuellement supporté? Oui, vous avez raison. Vous voulez dire, on voit les parents, effectivement. On les convoque. Moi, j'ai appris ça aussi quand j'étais maire de Châtellerault, parce que là, j'ai appris beaucoup. Donc, il y avait des mères isolées, comme on dit, qui ne faisaient jamais la cuisine. Hein, elles n'avaient rien à faire, elles ne travaillaient pas, elles visaient d'allocation, mais elles achetaient tous les produits surgelés, tout préparé, elles ne se donnaient pas la peine de faire la cuisine. Les gamins arrivaient à l'école, ils étaient à peine habillés, et ils croyaient que les poulets naissaient surgelés dans les grandes surfaces. Hein. Donc c'est un univers extraordinaire. Déjà, aller visiter une ferme alors qu'il y en a à quelques kilomètres, c'est quelque chose qui ne vient jamais à l'esprit de ces familles. Donc j'avais organisé à Châtellerault des cours de cuisine pour les mères. Et bien sûr, je ne pouvais pas les obliger à venir, mais il y en a qui sont venus. Puis alors c'était un espace aussi où on pouvait parler avec elles, échanger. Il n'y a pas assez de contact entre les enseignants, notamment dans le primaire, et les parents. Hein. Nous, on essaye de rétablir ou d'établir ce contact. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a affaire à des gens qui sont complètement lâchés. L'autre jour, je suis allée, il y a quelques mois, à La Réunion, à l'île de La Réunion. On a 4 écoles de la deuxième chance à La Réunion. J'ai vu des jeunes filles de 22 ans qui avaient déjà 4 enfants, de pères différents, naturellement. Hein. Bon. Donc, je veux dire, quand on parle de parents, on parle de quoi? C'est comme, en plus, ces filles, c'était un laisser-aller total, elles étaient devenues obèses, hein, se laissaient complètement aller, et elles étaient complètement débordées par la situation. Il faut se rendre compte du niveau, c'est ça. On ne mesure pas le niveau d'incompréhension, d'ignorance, d'enfermement
dans lequel sont un certain nombre de personnes. Alors c'est peut-être un cas limite, mais en tout cas il existe. Et on ne peut pas raisonner de la même façon quand on a affaire à des parents, disons, de type classique, et puis des marginaux, parce qu'on a affaire à des marginaux. Et il y en a beaucoup de marginaux. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions à l'œuvre aujourd'hui et que les grands syndicats ou les grandes institutions évoluent, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas aussi monolithiques qu'elles ont pu l'être. Est-ce que vous avez le sentiment que parmi les enseignants, il y a un courant un peu plus favorable au type d'expérience que vous avez mis en place? Ou est-ce que vous avez le sentiment que l'éducation nationale reste un bloc monolithique un peu désespérant Oui, j'ai le sentiment que l'éducation nationale est un bloc monolithique avec quelques exceptions. Donc, voilà. Alors, dans ce cas-là, ma question d'après, ça sera bon. Dans ce cas-là, tous les blocs monolithiques doivent à un moment donné évoluer. Donc, s'ils n'ont pas pris l'habitude d'évoluer, les évolutions peuvent être brutales. Et du coup, ça devient le rôle du politique de le faire évoluer. Et c'est peut-être l'occasion de vous poser la question de ce que vous pensez du gouvernement actuel et de la dynamique qui a été mise en marche. Pour le moment, je ne peux pas juger le gouvernement actuel, on n'a pas encore vu suffisamment. Ce que je sais, c'est que tous les gouvernements que j'ai vus jusqu'à maintenant n'ont rien fait dans ce domaine-là. Que de toute façon, c'est très difficile quand on est ministre de faire quelque chose, quand on a devant soi un bloc de gens qui est là depuis toujours, ça fait 20 ans qu'ils sont en place, et qui n'attend qu'une idée, c'est que le ministre change. Donc, c'est pas seulement dans l'éducation que c'est comme ça, c'est-à-dire que l'administration, elle met de côté les problèmes, elle les met sous le coude, et elle attend que le ministre change. Et on raconte n'importe quoi au ministre pour l'occuper, pendant qu'on gère finalement toujours la même chose. On veut que ça ne change pas. Donc, de toute façon, sous les gouvernements de Hollande, il y a eu 3 ministres de l'Éducation nationale en 5 ans. Comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose? Alors, ils font semblant de faire quelque chose, ils prennent des mesurettes. On va supprimer les accents circonflexes, on va changer telle ou telle petite chose. Enfin, c'est grotesque, évidemment, par rapport... Ou bien on supprime, ce qui est plus grave, les classes bilingues. C'est-à-dire, la seule chose qui marche, on la supprime, de façon à montrer qu'on est égalitaire. Et par contre, le vrai problème qui est fondamental, on ne s'en occupe pas. Donc tout ça, c'est de la frime. Je pense que l'actuel gouvernement, surtout s'il dispose d'une majorité assez importante, pourra probablement faire quelque chose, parce qu'on voit bien que les gens en ont assez, même s'ils ne connaissent pas bien l'ensemble des problèmes, et notamment celui-là, les gens en ont jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a un dégagisme, comme on dit, qui fait que peut-être, je dis peut-être, on sera peut-être déçus, je pense qu'on est en droit d'espérer que ça s'améliore. Mais on ne changera pas les syndicats. Alors les syndicats font bloc, ils peuvent se mettre en grève, ils peuvent bloquer le système, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment où dans l'opinion publique, les gens ont perçu ce blocage et où ils vont avoir l'opinion publique vraiment contre eux. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, quelles seraient les 2 ou 3 premières mesures emblématiques que vous prendriez? Je pense d'ailleurs que l'actuel ministre a beaucoup d'idées là-dessus. D'abord, il faut revaloriser la fonction d'enseignant, à la fois sur le plan moral et financier. C'est-à-dire que c'est anormal qu'on commence à 1 200 € par mois pour faire la classe dans une banlieue. J'indexerai la rémunération, comme ils font en Angleterre, avec un petit pourcentage par rapport aux résultats. J'ajouterai un pourcentage sur les résultats. Et puis, j'exigerai qu'il y ait un espace géographique, un bureau, où on puisse s'entretenir en tête-à-tête avec les jeunes. Parce que comment ça se passe aujourd'hui? Il y a une classe, on me dit que sur 1 heure de classe, il y a peut-être 20 minutes qui sont utiles, parce que le reste, ils parlent, ils papotent, ils se battent entre eux. Enfin, il y a des endroits où c'est effectivement très difficile. Donc, j'exigerai effectivement qu'il y ait des endroits localisés où ils puissent voir en tête-à-tête les jeunes pour leur parler, parce qu'il y a un suivi personnel qu'on fait dans les écoles de la deuxième chance qui n'est pas du tout fait par l'Éducation nationale. C'est très important, parce qu'une personne, c'est un tout. C'est une histoire, c'est une tradition, c'est l'endroit où il vit, enfin, il y a tout un tas de paramètres dont on ne s'occupe pas. Il n'y a pas seulement le savoir, il n'y a pas seulement
inculquer de savoir lire, écrire et compter. Il y a aussi la totalité de la personne qu'il faut prendre en compte. Et je ferai en sorte qu'il y ait une formation des enseignants qui les sensibilise à ça, avec naturellement une rémunération qui soit assortie, enfin, basée en partie sur les résultats. Oui, je reprends la parole parce que ma compagne est enseignante dans le primaire. Donc je la côtoie depuis quelques années, donc je peux vous signifier l'absurdité du système, la charge de travail énorme qu'on lui demande, ce qui fait qu'il y a des fois où je ne peux pas la voir parce qu'elle a un travail, le homework. Il n'y a pas de temps à allouer en tête-à-tête, ni pour les élèves, ni pour la famille. Il n'y a pas de temps pour une formation supplémentaire. On parlait tout à l'heure de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies peuvent rapetisser la hiérarchie pour que le pouvoir soit en prise directe avec le terrain. C'est une suggestion. Mais ce que vous dites, il y a des bonnes choses. La revalorisation me semble être une très bonne chose. Moi j'ai fait une grande école, hein, donc je fais partie de l'élite que vous critiquiez tout à l'heure. Il a fait une grande école, avoue-t-il. Hein. Ben oui, mais comme beaucoup. Comme beaucoup ici, certainement. C'est très bien, les grandes écoles. Oui. Même que dans la salle. J'ai rien contre. Sans doute. Et donc, il y a des bonnes choses, mais l'intéressement, je rebondis sur votre proposition d'intéresser, même de façon minoritaire, les enseignants. Il faut leur donner la possibilité d'améliorer leurs résultats, parce que moi, je peux vous dire que ma compagne, elle est dans une zone un peu défavorisée. Cet intéressement dont vous parlez, elle ne l'aura jamais. Elle n'a ni le temps, ni les moyens, ni la formation pour améliorer les résultats qui consistent à enseigner aux élèves que 2 + 2 ça fait 4 et que, sans aller jusqu'à lire Proust évidemment. Voilà, donc il y a des obstacles et ça, j'en terminerai par là. Elle me disait récemment qu'elle risquait d'adhérer à un syndicat, tellement elle est excédée par le système. Oui, non mais ça je peux comprendre que les enseignants soient découragés. D'abord, on a un système en France où, par rapport aux pays comparables, les journées sont plus chargées et les vacances sont plus longues. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait comprimer les horaires sur un nombre de jours plus réduit, de façon à ce que les vacances soient plus longues. Et moi, j'ai entendu souvent des enseignants dire « on est mal payé, mais on a beaucoup de vacances ». C'est un peu le deal qui existe entre les pouvoirs publics et les enseignants. Je pense qu'il faut changer ça. Je pense que les vacances, notamment d'été, sont beaucoup trop longues, parce qu'ils oublient le peu qu'ils ont appris, ils ont le temps de l'oublier. Ceux qui ont des parents, naturellement, c'est toujours pareil, ils ne vont pas oublier, les autres, c'est rien. Et pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent en bas des tours où ils habitent, et après on s'étonne qu'ils sombrent dans la délinquance, mais c'est tout à fait normal. Donc, pour revenir aux enseignants, je l'ai dit tout à l'heure, il faut certainement mieux les rémunérer, il faut peut-être indexer une partie sur les résultats. Il faut leur donner des moyens, comme je disais, d'avoir un espace pour qu'ils puissent s'adresser directement aux jeunes. À partir du moment où il y a plus d'enseignants, ils auront plus de temps. C'est sûr qu'il faut mettre le paquet sur les quartiers défavorisés. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont l'intention de faire, puisqu'ils veulent faire des classes de 12 élèves, ce qui suppose évidemment qu'il y ait plus d'enseignants, sinon on ne pourra pas les traiter. Donc je pense qu'il y a une réflexion en ce moment qui va plutôt dans le bon sens. Et je ne crois pas que le salut viendra des syndicats de l'enseignement de l'éducation nationale, parce que ça, je les ai vus de près. Et franchement, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que le salut viendra d'eux. Il faut essayer de travailler avec eux. Il faut surtout mettre des moyens, et en échange de ces moyens, évidemment, exiger des résultats. C'est comme dans une entreprise, finalement. Vous mettez le paquet, et puis vous attendez qu'il y ait des résultats. Au début de votre exposé, vous avez mentionné l'intérêt des entreprises. Est-ce que cet intérêt permet à certains de déboucher sur des stages, sur de l'apprentissage et sur des jobs ensuite? Oui, naturellement. Dans les conseils d'administration de nos écoles, nous avons des représentants de certaines entreprises. Je prends l'école de Châtellerault, par exemple. Le directeur régional d'EDF siège dans le conseil d'administration de l'école, et ils ont imaginé un système qui s'appelle « Entreprendre pour apprendre ». C'est-à-dire qu'on crée une mini-entreprise à l'intérieur de l'école, une mini-entreprise qui choisissent leur sujet. Par exemple, à Châtellerault, ils ont fait une pâtisserie orientale. Bon, alors, la fonction d'achat
de fabrication, de vente et de marketing. Non, on leur apprend et ensuite ils vont vendre leurs produits sur les marchés. Et ils font visiter, notamment à la presse, leur mini-entreprise à l'intérieur de l'école. C'est extrêmement valorisant. Et bien, les entreprises nous aident beaucoup. Elles les prennent en stage et souvent elles leur proposent des emplois à la sortie du stage ou après la période de scolarité. Et j'ai rencontré, moi, auprès des entreprises, beaucoup plus de compréhension qu'auprès de l'administration. En Suisse, par exemple, les écoles sont ouvertes, c'est-à-dire que vous vous promenez sur le campus de l'école, de l'école élémentaire, et on a l'impression que l'école appartient à la population. Oui. Aux États-Unis, je me souviens, les cours de tennis d'un lycée ou d'un collège, ils sont ouverts à toute la population, et en dehors des heures scolaires, tout le monde peut venir jouer au tennis. Je pense que en Allemagne, ça doit être pareil, enfin dans les pays, je dirais, un peu du Nord, c'est pareil. Et je me demande toujours pourquoi. Alors, je comprends qu'en France, il y a des consignes de sécurité, les dommages, les accidents qu'il peut y avoir, etc., dans le lieu scolaire, sous la responsabilité d'on ne saurait trop qui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de fermeture complète entre l'école et la société civile ? Et le fait que l'école soit considérée comme un lieu en dehors, alors c'est en même temps un refuge pour certains qui peuvent effectivement, alors on a parlé, enlever le voile, etc., mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'appropriation de l'éducation par la population et le fait d'avoir les écoles de la deuxième chance, c'est une des étapes, mais c'est l'école pour tous. En réalité, c'est l'école, ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, et d'essayer de décloisonner toute cette hiérarchie, finalement, des cultures, des savoirs et de l'intégration dans la société. Donc les écoles de la deuxième chance, à ce titre, seraient peut-être un premier pas vers une ouverture plus grande de la société civile dans l'école. Oui, vous avez tout à fait raison. À ceci près que, d'abord en France, on est une société très hiérarchisée, très cloisonnée, dans tous les domaines, pas seulement celui de l'école, que d'autre part, il faut que les familles viennent. Et c'est toujours les mêmes qui viennent. C'est-à-dire que ceux qui en auraient le plus besoin sont ceux qui, bien sûr, ne font pas l'effort de venir. Il faut aller les chercher. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait que les écoles soient plus ouvertes. Nous, dans nos écoles de deuxième chance, on fait une journée par an, vous savez, où on ouvre, c'est-à-dire qu'on permet au public de venir. Mais c'est toujours le même public qui vient, c'est pas les parents qui en auraient le plus besoin. La société française est très hiérarchisée, très fermée. Et tout ce qui va dans le sens de l'ouverture est une bonne chose, et je pense que votre idée est effectivement excellente. Il faudrait certainement ouvrir les écoles davantage. Pour expliquer ce qu'on y fait, et qu'on puisse répondre aux questions des parents. Déjà, les enseignants n'ont pas le temps de voir les parents tête à tête, c'est comme monsieur disait tout à l'heure, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'il y a trop de vacances, etc. Donc ils ne voient très peu les parents. Ils ne voient pas assez les jeunes en tête-à-tête parce qu'il faut les traiter comme des personnes uniques. Et ça demande un tête-à-tête, ça ne peut pas se faire en collectif. Et par contre, il faut susciter ou encourager l'intérêt de la population pour l'école, en expliquant ce qu'on y fait, quels sont les projets, quels sont les résultats, quelles sont les nouvelles orientations, pourquoi on a pris telle ou telle décision. Je pense que ça, c'est très important, vous avez raison. Oui, une dernière question qui avait été posée il y a quelques années à quelqu'un qui était venu au club, M. Luc Ferry, on lui a posé cette question. Il vous pose à vous la même question qu'il a posée à Luc Ferry il y a quelques années. Qu'il a posée à Luc Ferry, c'est Ah bon? Quelques années, c'est de savoir donc sur le rôle que prend aujourd'hui la grande maison qui s'appelle Éducation nationale. On faisait remarquer que on s'était fait la remarque qu'autrefois ça s'appelait l'instruction. Oui, l'instruction publique. Et donc que peut-être il y a trois fonctions que l'on agglomère d'une façon un petit peu stupide, j'allais dire, dans ce grand tout, qui sont les fonctions d'éducation, c'est un bien sens, les fonctions d'instruction et les fonctions de professionnalisation. En d'autres termes, c'est pas parce que je suis instruit que je suis bien éduqué. Je peux être bien éduqué, mais je peux être absolument pas instruit. Et bien sûr, je ne suis pas professionnel, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire éclater le ministère, enfin, c'est tout ce domaine qui est de service public en trois entités qui devraient fonctionner ensemble, voilà, mais avec chacune une finalité différente. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'éducation nationale a intégré l'idée qu'elle est là pour instruire, mais moins pour éduquer. Et éduquer, c'est quelque chose qui est... C'est sur toute la journée, c'est pas seulement pendant les horaires
de classe. Et c'est vrai, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des classes surchargées par rapport aux possibilités des enseignants, on peut moins donner de temps à l'éducation. Et en principe, ce que disent les syndicats de l'éducation, c'est que l'éducation, c'est les parents, et que l'instruction, c'est les enseignants. Hein. Or, il est évident que l'éducation, ça devrait faire partie, surtout dans les familles où il n'y a pas d'éducation qui est donnée. Qui est-ce qui donne l'éducation aujourd'hui? Personne, dans certaines familles. Et c'est pour ça qu'ils sont laissés complètement en déshérence. C'est sûr qu'il faudrait... Les parents ont tout sous-traité à l'éducation. Oui. Enfin, voilà, ils ont abandonné ce rôle-là. Oui, mais c'est toujours pareil. Si on veut rajouter quelque chose dans le domaine de l'éducation, il faut lui donner les moyens en nombre d'enseignants, et puis en qualification, et puis en rémunération. Et ça a un prix, c'est évident, mais c'est un prix pour un domaine qui est tellement important pour l'avenir que, naturellement, cet investissement est absolument indispensable. Je suis d'accord. La partie professionnalisation, à l'époque où on parle de redévelopper, c'est autre chose. Oui, mais la professionnalisation... J'ai mon bac, que je suis un professionnel de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. La professionnalisation dans les pays qui utilisent l'apprentissage, c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui vont en apprentissage en Allemagne, c'est pas seulement que ceux qui n'apprennent pas à l'école, c'est tout le monde. Donc on peut être un très bon élève dans le secondaire et on fait un stage d'apprenti. Et là, ils apprennent beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous ces jeunes, et pas seulement pour ceux qui sont en difficulté, hein, les autres aussi, l'entreprise, c'est quelque chose qu'on voit de loin, qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est un monde qu'on n'imagine pas. C'est pour ça que l'expérience Entreprendre pour apprendre, par exemple, qu'on fait dans certaines écoles, c'est intéressant. Et dans nos écoles à deuxième chance, il y a 3 stages en entreprise pendant la scolarité. J'aurais peut-être une dernière question un petit peu décalée par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous avez occupé parmi les plus hautes fonctions de l'État. Qu'est-ce que vous inspire l'élection d'Emmanuel Macron et la recomposition en cours? Boum. C'est-à-dire que c'est un phénomène unique. Hein. On n'a jamais vu ça en France. En France, on est dans un parti politique et puis on se fait élire dans une municipalité, puis ensuite, voilà, on devient éventuellement député. Enfin, c'est toute une carrière. Bon, lui, il a enjambé tout ça. Et je pense que c'est parce qu'on est arrivé à un degré de saturation tel que les gens en ont tellement eu assez qu'ils se tournent vers autre chose. C'est-à-dire que l'idée qu'on va avoir une classe politique rénovée complètement, avec des gens qui viennent de tous les milieux, mais qui ne sont pas exclusivement des vieux routiers de la politique qui passent toute leur vie, si vous voulez, à essayer de se faire élire à différentes fonctions, ça montre un ras-le-bol déjà qui n'est plus à démontrer, hein, qu'on éprouve depuis longtemps. Et voilà, je ne sais pas ce que donnera cette expérience, mais je pense qu'on est arrivé à un tel point qu'il fallait un grand changement. Comme la France n'avance pas par réforme mais par révolution, toujours dans son histoire, hein, toujours. C'est une révolution, évidemment plus soft que d'autres qu'on a connues, mais c'est une vraie révolution. On va voir si le résultat de cette révolution tient ses promesses. De toute façon, je pense qu'elle était absolument nécessaire. C'est une très bonne chose. Ça couvait depuis un certain temps. Et puis, il y a eu cette occasion, hein, qui est unique et qui a été saisie. Voilà. Merci beaucoup pour ce diagnostic. Merci.